Il y a de cela près d'un siècle, une petite souris a débarqué sur les écrans avec une petite mélodie bien connue, devenant la mascotte d'un des studios d'animation les plus célèbres du monde. Mais cette souris, rien ne l'a destinée à devenir célèbre. Aujourd'hui on parle de Mickey Mouse, de son entourage, et surtout de celui qui aurait pu le remplacer. Le 5 décembre 1901, au 1249 Trip Avenue de Chicago, naît le quatrième enfant d'Elliot et de Flora Disney, un certain Walter. Et très vite, celui qu'on va surnommer Walt va s'intéresser au dessin. Alors, l'anecdote a l'air sympa comme ça, mais s'il a un intérêt dans le fait de dessiner, c'est parce qu'un docteur l'a payé pour faire le portrait de son cheval. C'est pas spécialement l'aspect artistique qui l'a intéressé. Quoi qu'il en soit, pour s'améliorer, il va faire ce que tout jeune fait pour devenir un expert au crayon, recopier les autres. En l'occurrence, ici ce sera Ryan Walker, un cartooniste qui œuvrait dans les pages du Appeal to Reason, le journal auquel son père était abonné. Et après avoir fait un petit tour par Marceline, la famille débarque à Kansas City, dans le Missouri. Là, il va rencontrer Walter Pfeiffer sur les bancs de l'école qui l'introduira au monde merveilleux du théâtre. Les deux Walter étant tellement inséparables que Disney passera plus de temps chez les Pfeiffer que chez lui. La famille déménage encore quelques années plus tard pour retourner à Chicago où Walter rejoindra la McKinley High School et bossera comme cartooniste pour le journal de l'établissement. Le bougre ayant pris quelques cours de dessin entre-temps, ce qui nous amène en 1919 où Walter revient de la guerre. Ouais, il a réussi à se faire engager comme ambulancier en mentant sur sa date de naissance, et il est arrivé une semaine après la signature de l'armistice. Donc autant dire qu'il a juste fait l'aller-retour. Bref, à tout juste 18 ans, il se fera engager par Pesman Rubin Commercial Art Studio pour faire des publicités et rencontrera dans les bureaux Ub Iwerks. Alors Ub, on en avait brièvement parlé dans la vidéo sur les Looney Tunes, il est temps de s'attarder sur le personnage. Ub Iwerks est né également en 1901 et ironiquement à Kansas City dans le Missouri. C'est bien, vous suivez. Contrairement à Disney, on sait très peu de choses sur son enfance et sur l'origine de sa passion pour le dessin. Il a juste dû quitter l'école dès l'adolescence suite au départ de son père du domicile familial. Entre les deux, le courant a plutôt bien passé, à tel point qu'ils vont fonder leur propre boîte baptisée Iwerks Disney, une société qui va lamentablement se casser la gueule. Walter doit donc prendre un autre boulot à la Kansas City Slide Newspaper Company qui, coup du hasard, se lance en ce moment dans l'animation. Ce qui va piquer la curiosité de Disney qui va être rejoint par Iwerks dans l'aventure. À la Kansas City Slide Newspaper Company, l'animation se fait via des papiers découpés, donnant un rendu assez proche de la stop motion. Si vous voulez un bon exemple, il y a le travail de Terry Gilliam chez les Monty Pythons. De son côté, Disney va étudier l'animation et découvrir la technique des celluloïdes, dessinant des éléments sur plusieurs calques, ce qui permet d'avoir des éléments mobiles sur l'un et immobiles sur l'autre. C'est notamment pour ça que dans les vieux dessins animés, il y avait toujours une différence de ton entre les éléments mobiles et le décor. Et Disney, il va pas en démordre. Pour lui, le cellulose, c'est quand même vachement mieux que le papier découpé. Et le patron de la Kansas City Slide Newspaper Company, il va pas en démordre non plus. Il veut pas entendre parler de cette méthode. Donc Walter va prendre la porte et fonder sa propre société avec Fred Harman. Fred Harman, c'est un autre animateur mais qui fera surtout carrière dans les comics. Ensemble, ils vont voir Frank L. Newman, propriétaire de cinéma, pour réaliser de petites animations appelées Lofogram, qui donneront la naissance de la société Lofogram Studio. Ouais, ils n'ont pas été chercher le nom très loin, c'est un petit peu comme si un studio de cinéma s'appelait Film Studio. Dans l'équipe, on retrouve Fred Harman et son frère Hugh, mais également un certain Walt Pfeiffer qui fait sa réapparition en tant que scénariste, et un peu plus tard, Ub Iwerks. Et pareil, Hugh Harman, on en avait aussi parlé dans la vidéo sur les Looney Tunes. Et avant de les rejoindre, Iwerks, il a pas chômé, révolutionnant la caméra pour permettre à celui qui bouge les images de prendre également la photo. Parce qu'avant ça, il fallait deux pour le faire. Durant cette période, Walt va se lancer dans son nouveau projet. Alice au pays des merveilles. C'est une poésie très originale, je ne l'avais jamais entendue. Ouais, non, ça c'est 30 ans plus tard. Ici, on est sur un court-métrage entre animation et prise de vue réelle. Ça va pas être le premier à le faire, mais très souvent considéré comme pionnier du genre. Bon, tout ça c'est très cool, révolutionner le cinéma et compagnie, mais ça va pas non plus avoir le succès escompté. Le studio fermant ses portes,
après moins d'1 an d'activité. Et c'est là que tout va changer à cause d'une tuberculose. Attends, quoi? Ouais, il faut peut-être un peu de contexte. Après la fermeture de l'Ophogram, Walter décide de partir pour Hollywood, où son frère Roy est en convalescence après avoir chopé la tuberculose. Le but de Walt à ce moment, c'est de devenir réalisateur. Il débarque donc avec son Alice sous le bras et va à la rencontre de Margaret G. Winkler, une productrice de cinéma qui allait perdre les droits d'exploitation de Félix le Chat et du boulot des frères Fleischer. Pareil, les frères Fleischer, c'est la vidéo sur Superman. Ouais, et petit point, iWorks a suivi le cortège jusqu'en Californie. Maggie, elle est enchantée et Walt est engagé pour produire 6 Alice Comedies, avec 2 saisons supplémentaires, au cas où ça ferait un carton. Et à la question, est-ce que ça a fait un carton? Eh bien, entre 1924 et 1927, ils en feront 57 épisodes. C'est aussi à cette époque que Walt va créer un nouveau studio avec son frère. Un nom que vous connaissez tous, Disney Brothers Studio, qui deviendra Walt Disney Studio. Ce qui nous amène au mari de Margaret, Charles Mintz, qui va demander à Walt et à Hub de créer un nouveau personnage, Oswald le lapin chanceux. Et parenthèse, Oswald le lapin chanceux est un lapin, mais pas spécialement chanceux. En réalité, il est surtout plein d'énergie, aventureux, inventif, ce qui a pour effet de bien souvent créer des catastrophes. Donc il est plus vite pas chanceux. Mais fort heureusement, grâce à sa ruse et à sa débrouillardise, il avait une capacité à réparer ses erreurs. Donc, pas par chance. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le lapin chanceux? Alors, le nom il vient de Carl Laemmle, un des responsables d'Universal, qui l'a tiré d'un chapeau. Et c'est pas une blague. D'ailleurs, à la base, il devait s'appeler le lapin gaulois. Le gallois. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes pas gaulois? Ouais, je me suis gouré. Et son premier court-métrage le montrait plus âgé, mais ça n'a pas eu de succès auprès de Mintz qui a demandé à ce qu'on le change. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les héros de dessins animés n'étaient pas tellement développés. Il est beaucoup plus là pour servir les gags que pour avoir une véritable personnalité. Mais ce ne sera pas toujours le cas. D'accord, mais là tu vas un peu vite. On parle de quoi alors? On peut parler d'Hortensia. À l'origine, Oswald avait une petite amie, Fanny Cottontail, une lapine qui sera assez vite éclipsée au profit d'une petite chatte, Hortensia Whiskers. Hortensia, c'est la petite amie typique de l'époque. Elle est douce, romantique, poétique et sert surtout d'enjeu amoureux pour le héros. Fille du banquier J.P. Whiskers, dont on ne sait absolument rien, le seul court-métrage dans lequel il apparaît ayant disparu, elle possède également un petit frère, Homer le chat. Homer, il va voir d'un très mauvais œil la relation entre sa sœur et le lapin, faisant tout pour briser le couple. Mais il ne sera pas le seul, puisqu'il aura un autre rival du nom de Pete, un personnage qui apparaissait déjà dans certains épisodes d'Alice sous forme d'un ours, avant d'obtenir ce design où j'ai du mal à voir l'animal que c'est censé représenter. En tout cas, on a là un véritable trio qui va servir d'inspiration à la prochaine création du studio. Parce qu'au pays des lapins, ça commence à sentir le sapin. Dans un premier temps, suite au succès de la bestiole, Walt va demander une augmentation. Ce à quoi Mintz va lui répondre « LOL ». Ça, c'est en très résumé. En réalité, Walt a été un peu roulé dans la farine. Parce que pendant qu'il faisait ses courts-métrages, Mintz s'est arrangé pour engager le moindre de ses animateurs, dont Rudolf Ising et Fritz Verlang. Toujours les vidéos sur les Looney Tunes, ça change pas. En plus de ça, Walter va être obligé de donner les droits d'Oswald et de son univers à Universal, qui plongera le personnage dans l'oubli. Et sur le chemin du retour, Disney décide de dessiner sur un bout de papier un nouveau personnage, inspiré cette fois-ci d'une souris, qu'il baptisera Mortimer Mouse. Mais vu que c'était moche et qu'il y a toujours une grande dame derrière chaque grand homme, sa femme va lui demander de changer le nom pour Mickey Mouse. La souris va ensuite passer entre les mains d'un des rares hommes restés fidèles à Walter, Hub Iwerks, qui le redessinera pour qu'il soit facile à animer. La souris la plus célèbre du monde était née. Mais c'est pas le succès tout de suite, les premiers courts-métrages vont passer relativement inaperçus. La révolution viendra avec le film The Jazz Singer, premier film avec des voix et une musique synchronisée, qui lui donnera l'idée de faire Steamboat Willie. Et le reste fait partie de l'histoire. Première chose que l'on peut dire sur Mickey, c'est que son vrai nom est Michel Mouse, ce qui n'est pas du tout déstabilisant quand on sait que dans les années 2000 va apparaître le personnage de Michel Souris. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Mickey est en réalité un rebelle, et ce dès son premier court-métrage connu.
Après tout, il ne va pas suivre les ordres de son patron pour aller flâner sur un bateau à vapeur. Et l'une des raisons de ce côté rebelle, c'est surtout sa taille. Estimé à 68 cm, il est souvent moqué sur cette dernière, notamment par son patron qui va le qualifier de runt, un terme péjoratif désignant le plus souvent le plus petit d'une portée. Pas étonnant qu'il envoie bouler son boss, mais ce caractère va lui permettre de prendre par-dessus la jambe ses critiques. On se moque de lui, certes, mais il le prendra toujours avec le sourire. D'ailleurs, c'est aussi un personnage qui a le cœur sur la main. C'est le héros qui ne recule devant aucune adversité, que ce soit dans l'aventure ou simplement pour aider son prochain. On le voit d'ailleurs à plusieurs reprises s'occuper des orphelins. En réalité, le caractère de la souris vient de 3 personnes, Charlie Chaplin, Fred Astaire et Douglas Fairbanks. Mais être gentil, c'est pas toujours bénéfique non plus. Il est arrivé plusieurs fois que ses adversaires prennent avantage de son bon fond. C'est notamment le cas de son grand rival de l'époque. Alors, pas patibulaire, il est bien présent, mais il n'est pas le seul. Ce dernier est Mortimer Mouse. Oui, il porte le premier nom choisi pour la célèbre souris. Chez Disney, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se récupère. Mortimer Mouse, c'est la némésis de Mickey, en tout point son opposé. Il est arrogant, égoïste, et pourtant terriblement charismatique. Je rêve où tu viens de dire que Mickey était moche. En tout cas, il est jamais présenté comme un bel Apollon. Le seul point où ils se retrouvent, c'est que les deux sont relativement rusés, n'hésitant pas à user de stratagèmes pour contrer les actions de l'autre. Mais il s'agit également d'une souris avec un bon fond. Dans un premier temps, il accepte de faire la paix avec Mickey, et même de se lier d'amitié avec lui. Cependant, ça arrive dans un seul court-métrage et on en reparlera plus par la suite, donc fort à parier que même avec toute la volonté du monde, sa jalousie finira toujours par reprendre le dessus. Et dans un second temps, on le voit être attristé d'avoir tué Mickey en l'écrasant. Bon, en vrai, c'était juste un canular, mais quand même. Officiellement, Mortimer fait ses débuts en 1936 dans Le Rival de Mickey, mais il était déjà apparu avant dans une bande dessinée sous le nom de Monsieur Slickers. Mais on va pas parler des BD cette fois-ci. De plus, un prototype du personnage avait déjà été aperçu dans les courts-métrages avec Alice. Le principal sujet de discorde entre les deux, c'est l'hortensien de Mickey, Minnie Mouse. Et alors, première chose qui est assez préoccupante, mais récurrente dans ce genre de dessin animé, ils ont le même nom. Et autant Daisy Donald sont fiancés, ou encore chez les Bunny où c'est visiblement juste un hasard, I'm Buster Bunny. And I'm Babs Bunny. No relation. dans le cas de nos souris, Minnie n'est pas la fiancée de Mickey. Ils sont officiellement mariés. Du moins, si on en croit une interview de Walter, parce qu'en vrai, on n'a jamais vu le mariage à l'écran. Et avant de se marier avec Mickey, Minnie était la petite amie de Mortimer, ce qui explique pourquoi il tente de la récupérer. Et il y a même une fois où elle sortira avec Patibulaire. Malgré tout, Minnie est bien souvent la voix de la raison, là pour trouver une solution aux problèmes que pourrait rencontrer son mari. Même en tant que demoiselle en détresse, ce qui était souvent le cas dans ses premières apparitions, elle ne manquait pas de riposter si l'occasion lui était présentée. Bref, à la fois forte mentalement et physiquement. Cependant, ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas de défaut. Déjà, elle a une tendance à être passive, ce qui fait qu'elle est plus souvent là pour régler les problèmes plutôt que pour les prévenir. Elle a également un certain ego et déteste qu'on lui dise comment elle doit faire, ou même recevoir le moindre conseil. Alors c'est bien, ça la rend indépendante, mais également têtue et irréfléchie par moments, conduisant inévitablement à devenir l'investigatrice des problèmes susmentionnés. Dernier petit point, est-ce que vous savez comment est-ce qu'elle gagne sa vie? Officiellement, elle est musicienne, autrice, compositrice et interprète. Et en parlant de métier, quel est celui de Mickey? Alors, comme vous vous en doutez, il a eu un paquet de métiers tout autant variés les uns que les autres, selon le dessin animé dans lequel il se trouvait. Sur un bateau à vapeur ou apprenti sorcier, voire gérant d'une boîte de nuit. Mais cependant, il a un métier officiel, celui d'Ajax Corporation. Alors en vrai, c'est pas vraiment un métier officiel, du moins pas plus officiel que les autres, vu que Ajax change souvent de secteur suivant le court-métrage. C'est notamment une boîte qui peut exterminer des fantômes ou nettoyer des autos. En réalité, Ajax, c'est un peu l'entreprise générique par excellence de l'univers de Disney, tout comme Acme chez les Toons. Et tout comme Acme, il existe une vraie société Ajax. Alors pas celle qui fait les produits nettoyants, elle est arrivée bien plus tard, mais une société spécialisée dans les freins de wagons de chemin de fer. Et avouez que d'une part, vous n'avez jamais imaginé qu'une telle société existait, et d'autre part, maintenant ça vous semble parfaitement logique, ce qui n'empêchera pas Disney d'employer Acme à 2 reprises chez le canard, tout comme Warner utilisera Ajax à plusieurs reprises. Mais le point central d'Ajax Corporation, c'est qu'il a l'habitude d'employer la souris, Donald et Dingo. Si vous voyez un court-métrage avec les trois, il y a de fortes chances pour que ce soit la société pour laquelle il travaille. Et il lui reste un dernier métier qui est assez iconique chez Disney, et auquel on ne pense pas souvent tellement il est évident. Dans plusieurs continuités, l'univers de la souris a tendance à briser le 4e mur. En fait, Mickey est bien souvent une star de cinéma.
et tous ces métiers ne sont que des rôles de son point de vue. Le plus amusant, c'est que ces univers utilisent parfois d'autres personnages qui, eux, ne sont pas considérés comme des acteurs dans cette continuité. Par exemple, dans la bande à Dingo, on a Dingo et son voisin Patibulaire, mais aucun des deux n'est acteur, alors que Mickey oui. Tout ce petit monde vit dans une seule et même ville de Toonville, et si vous êtes plus familier avec l'univers des BD, Mickeyville n'existe que dans cette version. Le truc, c'est que Toonville, c'est un lieu assez récent dans l'univers de la souris, n'apparaissant officiellement que 53 ans plus tard, et ce, à cause d'un lapin. Alors, on va la faire courte parce que vous vous doutez bien que ça mériterait une vidéo entière, mais est-ce que vous connaissez Qui veut la peau de Roger Rabbit? À l'origine, c'est un roman où les Toons côtoient des humains, même si ce sont des personnages de bande dessinée, donc pas vraiment des Toons comme on les connaît. Quoi qu'il en soit, ils habitent dans la ville de Toonville. J'ai le bureau des noms pas recherchés au bout du fil, ils voudraient porter plainte. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais le roman va être adapté en film par une filiale de Disney, Touchstone. Et Disney va se dire qu'ils ont là un très joli nom et le reprendre à leur compte de deux façons différentes. La première dans les parcs d'attractions inaugurés en 1993 et la seconde dans la série animée Bunkers, la même année, inspirée du film, où l'on retrouve les mêmes lieux, les personnages de la concurrence en moins, évidemment. À compter que là, on est dans un univers où Mickey est un Toon. Il est la star de cinéma et pas celui qui vit des aventures face à Pat et Mortimer. Pour l'associer réellement avec la souris de manière diégétique, il faudra attendre quelques années pour la voir apparaître dans Mickey Mania, puis la série Tous en boîte, et enfin le jeu vidéo Toontown. Pareil, une autre fois. Toonville se situe sur la côte californienne, sans doute pile poil à l'emplacement de Los Angeles, si on en croit les grosses lettres que l'on peut parfois apercevoir. On y retrouve tous les personnages, que ce soit ceux issus du monde de la souris ou du canard, à l'exception de la majorité de ceux qui sont nés dans les bandes dessinées, donc cherchez pas le coffre de Picsou. Enfin, disons que c'est un peu à la tête du client. Il y a Donald et Daisy, donc clairement les canards sont présents, mais on a aussi Felicity Filmhouse, la sœur de Mickey qui apparaît dans les BD, ou encore Megavolt, méchant de Mr. Mask qui fait partie de l'univers de Picsou. Autant dire que la ville est un immense bordel. Et d'ailleurs, les habitants semblent y vivre assez paisiblement, même si parfois ce sont des malfrats. Patibulaire y a autant une maison qu'une planque pour commettre ses crimes. Ce qui permet de faire la parenthèse, Patibulaire. Pat se désigne lui-même comme étant né pour tricher et mentir. Un caractère qui lui viendrait de sa mère, elle-même criminelle, comme ses parents avant elle, leurs parents avant eux, et ainsi de suite sur plusieurs générations. D'ailleurs, il lui arrive de travailler avec son cousin Zeke, qui prouve que le crime, c'est définitivement une affaire de famille. Cependant, maman Himmulaire n'a pas vraiment transmis son savoir à son fils. Elle l'a rejeté durant la naissance et c'est pour lui prouver sa valeur qu'il est devenu criminel. Au début, Pat avait une jambe de bois, résidu de sa version avec Oswald, mais qui disparaîtra au fur et à mesure des courts-métrages, tout en revenant de temps en temps. La réalité, c'est que même dans ses incarnations plus récentes, il a toujours une jambe en moins, juste qu'il utilise une prothèse plus réaliste. A noter que c'est seulement le cas dans la continuité de départ. Si on prend le Pat de la bande à Dingo, c'est un tout autre personnage, et donc il n'a pas de prothèse. Et à l'instar de Mortimer, il lui est aussi arrivé de s'intéresser à Minnie, mais contrairement à l'autre prétendant qui la draguait, lui se contente de la kidnapper. Mais on est d'accord que Patibulaire, en vrai, c'est Bowser. Attends, quoi? Ben, la grosse brute qui kidnappe la petite amie d'un héros plus petit que lui dans l'espoir de l'épouser, c'est exactement ce que fait la tortue pointue. Ouais, et la comparaison s'arrête pas là. Si Bowser a Giga Bowser, Pat a Julius, sa version monstre du court-métrage Mickey perd la tête. Le fameux court-métrage que Disney a tendance à cacher sous le tapis parce qu'il montre un Mickey possédé. Mais hormis ses antécédents familiaux, il y a également d'autres raisons pour lesquelles il est méchant. Comme ça, à vue de pif, je dirais pour servir le scénario. C'est surtout une histoire de manque d'amour, et dans la tête de Pat, si on ne peut pas être aimé, autant être craint. Et de plus, il considère que des valeurs comme la gentillesse, c'est plutôt une faiblesse qu'autre chose. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une question de jalousie. Derrière ses grands airs, Pat a surtout un sentiment d'insécurité. Tout ce qu'il recherche n'est rien d'autre que la validation de ses pairs. Ce qui explique sa rivalité avec la souris, à qui tout semble réussir. Et enfin, on ne peut pas parler de Mickey sans mentionner son fidèle ami, celui qui n'a pas eu le droit de marcher sur deux pattes ou de parler, j'ai nommé Pluto. À l'origine, Mickey a plusieurs sidekicks réguliers, principalement Minnie et Horace, mais assez vite, Walter va imaginer un nouveau compagnon, qui va être complètement différent des autres protagonistes du Souriverse. Même si on cite souvent sa première apparition comme étant la chasse à l'élan, en réalité c'est Symphonie enchaînée, 1 an plus tôt. Ça c'est marrant ça, 1 an plus tôt. Comme le chien. Et le pire, c'est qu'il n'aurait même pas dû exister. Tout ça, c'est la faute de Norm Ferguson. Norm Ferguson était un animateur qui avait sa propre patte pour ce qui était de l'animation.
On va pas revenir sur la carrière du bonhomme, juste il a bossé sur ça. Mais il va se retrouver sur Symphonie enchaîné avec la tâche de réaliser une scène avec 2 chiens. Et Disney sera tellement impressionné par la scène qu'il décidera de faire d'un des 2 canins un personnage récurrent, lui donnant le nom de la 9e planète à l'époque du système solaire qui venait d'être découverte. Ce dernier gagnant très vite en popularité et devenant l'un des Sensational Six. Les Sensational Six, ce sont les 6 personnages phares de Disney, à savoir Mickey, Minnie, Dingo, Pluto, Donald et Daisy. Alors, qu'est-ce qui différencie à ce point notre candidat des autres personnages? Eh bien, il s'agit du seul personnage de Mickey, et de Donald aussi d'ailleurs, à ne pas être un animal anthropomorphique, tout en ayant énormément d'expressions faciales comme n'importe quel personnage. Parce que Pluto, c'est un chien, un vrai chien, d'une race indéfinie. Il est également, à l'image de son maître, relativement intelligent, tout en étant terriblement maladroit, ce qui reste assez constant chez Disney. De même, si son âge exact est inconnu, il est assez jeune, ce qui s'accompagne d'une naïveté qui le fait bien souvent tomber dans des pièges. Mais il finira toujours par s'en sortir, ce qui est bien souvent une mauvaise nouvelle pour celui qui a voulu lui jouer des tours. Parce que le clébard a aussi une tendance à être relativement mauvais, en témoigne sa conscience de diable. Il suffit de voir sa relation avec Figaro, le chat de Minnie, pour s'en rendre compte. Fort heureusement, il finira toujours par écouter sa bonne conscience pour retourner dans les clous. A noter que le chien a une énorme tendance à tomber amoureux, on peut lui compter 3 petites amies. Fifi, la chienne de Minnie, Dina, sans doute la plus récurrente, et Tiki, qui est le plus souvent la copine de Butch, le Mortimer de Pluto. Et ainsi, l'univers de la souris va continuer sa petite route, à travers ses courts-métrages et ses séries, devenant l'image de la firme, et bien souvent présentée comme la première création de Walt. Jusqu'à ce qu'un jeu vidéo pointe le bout de son nez et marque le retour de l'enfant prodige. Nous sommes en 2003 et Buena Vista Game, qui sera bientôt Disney Interactive Studio, a l'idée d'un jeu. Manque de bol, ce jeu, il a besoin d'un protagoniste qui a disparu depuis les années 20. Oswald. S'ensuit une bataille pour récupérer les droits qui ne seront obtenus que 3 ans plus tard, permettant la création d'Epic Mickey. Et on va pas tellement s'attarder sur le jeu parce que c'est pas vraiment le sujet. Mais avec ça, les choses allaient changer pour le lapin. En effet, Oswald étant grossièrement Mickey, il va falloir différencier les deux. On pourrait faire en sorte qu'il se mette en colère pour un rien. Non, ça c'est Donald. On pourrait le rendre gaffeur. Non, ça c'est Dingo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre beaucoup plus sérieux. Alors, attention, ça reste un personnage de cartoon avec son humour absurde, mais il va être beaucoup plus colérique et égoïste que son petit frère. Belle métaphore pour parler de Mickey. Alors, c'est pas qu'une métaphore, c'est clairement établi dans l'univers de Mickey. Oswald est, à l'heure actuelle, le demi-frère de Mickey. Quand bien même que c'est un lapin. Pour la faire simple, il est bien plus proche d'un Bugs Bunny qui n'hésite pas à faire payer ceux qui lui jouent des tours, que d'un Mickey qui est bien plus souvent dans la compassion. Quoi qu'il en soit, les 2 personnages sont devenus amis, partageant parfois l'affiche et faisant découvrir au grand public ce lapin qui, finalement, aura eu sa seconde chance. Comme quoi, son surnom, il n'était peut-être pas si exagéré que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.